J'ai indiqué au tableau le thème de la dissertation philosophique que nous allons essayer de concevoir ensemble, d'élaborer donc aujourd'hui. L'homme libre peut-il obéir? La semaine passée, je vous ai donné un certain nombre de conseils d'ordre général qui sont censés vous aider pour n'importe quelle réflexion de type philosophique. Je vous avais expliqué, entre autres, que dans les sujets qui sont donnés, il faut toujours se méfier d'apparentes contradictions ou au contraire d'apparentes équations. La semaine passée, nous avons abordé le sujet suivant: l'enseignant est-il un intellectuel? Vous vous souviendrez qu'il s'agissait de décortiquer, j'aurais même dit comme une crevette, il s'agissait de décortiquer le problème et de voir que le mot enseignant recouvre plusieurs réalités et que le terme intellectuel n'avait peut-être pas la signification que vous lui donniez jusqu'alors. Et que donc la notion d'engagement pouvait effectivement relier les deux termes. Aujourd'hui, les deux termes paraissent d'emblée, d'office, en opposition. La notion de liberté et la notion d'obéissance. Alors pourquoi ai-je choisi ce sujet? Tout d'abord, parce que justement cette contradiction est évidente, apparemment je dis bien, et que donc ça va permettre d'amorcer la pompe assez facilement, quand dans quelques minutes je vous demanderai d'associer justement sur les termes. Mais ensuite et surtout, parce que comme la semaine passée, je l'avais dit, vous êtes de futurs professeurs, de futurs enseignants. Et la notion d'obéissance et de liberté, ce sont des problèmes que les élèves ne vivent pas ça peut-être de manière philosophique ou métaphysique, mais en tout cas c'est au cœur de leurs préoccupations. Quand on est dans l'enseignement secondaire, vous enseignerez à des élèves qui ont 12, 13, 14 ans, et vous savez que le problème de l'autorité, le problème d'obéissance, c'est un problème que vous aurez constamment à vivre, ou surtout que eux auront constamment à vivre avec vous, avec d'autres collègues, et qui vivent certainement en tant qu'enfants dans une fratrie et dans une famille, par rapport à leur père ou par rapport à leur mère. Donc je crois que c'est un sujet qui vaut la peine d'être abordé avec vous aujourd'hui. Alors, maintenant je vais vous demander d'associer, comme on l'a fait la semaine passée, sur ces deux termes. Je dis associer comme on parle d'association libre en psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a un mot et il y a d'autres choses qui suivent, et qui sont liées, et qui vous viennent spontanément à l'esprit, quand vous voyez le mot liberté et le mot obéir. Je ne vous demande pas de réfléchir au problème, ça va suivre. Je vous demande simplement d'associer des mots au terme à la notion de liberté et des mots à la notion d'obéissance. Je vous laisse écrire pendant quelques instants ces mots, spontanément, ce n'est pas une réflexion philosophique ici. Quels sont soit les synonymes, soit les mots que vous mettez d'office en opposition quand vous entendez l'un et l'autre. Je vous laisse quelques instants. Vous avez eu le temps de réfléchir pendant quelques minutes et je souhaiterais maintenant connaître vos réponses. Alors, on va commencer par Sophie. Attends que la caméra soit... Je regarde la caméra. Vas-y. Donc pour la liberté, j'ai pris la maîtrise et les choix. Je note ça au tableau. Donc, liberté,
liberté, j'ai pris la maîtrise et les choix. Maîtrise, choix. Et pour l'obéissance, j'ai pris la soumission. La soumission. On passe ensuite à Simon. Oui. Pour la liberté, j'ai mis libre arbitre, décision. Arbitre. Oui. Décision de choix. Oui, décision. Oui, enfin, je ne le remets pas parce qu'on va déjà noter. Obéissance, j'ai mis contrainte physique ou morale. Contrainte. Et discipline. Alors, physique. Ou morale. Morale. Et enfin, C'est tout. contrainte physique et morale. Oui. Oui. Non, Céline. Pour la liberté, il y avait le libre arbitre, pas de contrainte. Absence de contrainte. Oui. Et obéissance, les règles. Les règles. Au singulier, au pluriel? Au pluriel. Au pluriel. Alors, ça va vite, Delphine. Donc moi pour liberté, j'ai mis le droit, un droit. Le droit. Oui. Et pour l'obéissance, j'ai mis le respect. Le respect. On passe maintenant à Géraldine. Donc j'ai mis la même chose que Delphine. Donc pour la liberté, le droit, et pour l'obéissance, le respect. Entendu. Voilà. Alors, on va peut-être passer maintenant aux étudiants qui se trouvent de l'autre côté. Alors, je commence. Ce serait gentil si tu pouvais te retourner vers la caméra. Quentin. Pour la liberté, j'ai mis expression et choix. Expression. Oui. Et choix. Et pour l'obéissance, les règles, ordre et hiérarchie. Règles, ordre et hiérarchie. Voilà. Mélissa. Alors, pour la liberté, j'avais mis les découvertes. Et pour l'obéissance, j'avais mis la soumission, les règles et les obligations. Merci. Wendy. Moi, pour mon livre, j'ai mis la pensée et choisir. La pensée tout court. Et pour obéir, j'ai mis suivre un dogme, une obligation. Oui. Donc, soumission au dogme. Oui, obligation un peu dessus déjà. Voilà, et Fabrizio. Donc pour liberté, j'ai mis aussi choix, et obéissance, j'ai mis la loi et la soumission. La loi, oui. Et la soumission. Merci beaucoup. Alors, quand on voit tout ceci, je crois qu'on a déjà un beau menu qui se prépare, parce que vous avez énoncé toute une série de notions par le biais de ces associations libres que je vous avais demandé de faire. Et toutes ces notions vont évidemment réapparaître dans le courant de la démonstration que nous allons faire maintenant, hein, sans aucun doute. Je vous avais expliqué la semaine passée que on ne pense jamais tout seul. On ne peut pas faire fi du passé et il paraît indispensable de savoir, parce que la modestie s'impose, surtout pour des débutants comme vous, mais y compris pour moi, qui ne suis pas un expert en la matière non plus, hein, il s'agit évidemment de s'informer, de savoir ce que nos prédécesseurs, à savoir les grands philosophes, ont pu penser sur le sujet.
Alors il ne s'agit évidemment pas d'arriver avec des réponses toutes faites, ce serait sans intérêt. On serait dans une pensée de type dogmatique et on ferait du psittacisme, c'est-à-dire comme les perroquets, on ne ferait que reprendre ce que certains pensent. Il s'agit de picorer à gauche et à droite, non pas pour formuler un raisonnement éclectique, mais au contraire pour sous-peser chaque fois le pour et le contre. On n'est pas obligé de prendre parti systématiquement, mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir argumenté, avoir réfléchi à ce que chacun de ces auteurs aura dit, c'est qu'il faudra quand même une conclusion. La conclusion vous est personnelle, bien entendu. Alors, avant de commencer à vous lire quelques extraits de grands penseurs, il me paraît quand même utile de vous montrer quelques ouvrages qui vous expliquent comment penser, comment aborder, comment rédiger une dissertation de type philosophique. Alors, la première revue que je vais vous montrer vient de sortir. Donc c'est le numéro de mai-juin 2011, vous le trouvez pour l'instant dans les kiosques, et c'est le guide de survie au bac publié par Philosophie Magazine. C'est donc un mensuel, et on vous explique quelles sont les démarches qui peuvent être suivies. Je dis ceci, entre autres choses, pour les étudiants qui font des études de morale ici, pour les étudiants qui sont en français, c'est particulièrement intéressant. Ici, il s'agit d'un cours d'histoire générale, enfin de philosophie générale, qui s'adresse évidemment à toutes les sections. Voilà. Donc, je vous le conseille vivement. Dans cette revue, chaque année, sont publiées les meilleures dissertations philosophiques du bac de l'année qui précède, avec les commentaires des jeunes bacheliers, qui ont 18 ans, donc pratiquement votre âge, et qui se sont penchés sur les sujets obligatoires qui sont donnés donc au mois de juin, chaque année, pour faire le bac. Alors, autre ouvrage que je vous recommande, c'est sous la direction de Raphaël Enthoven, la dissertation philosophique. C'est publié chez Fayard, ça a été publié l'an dernier. Alors en fait, il s'agit de la transcription d'interviews à la radio faites par un philosophe qui est très médiatique. Raphaël Enthoven, ça vous dit peut-être quelque chose? Ben, c'est le premier mari de Carla Bruni. Voilà. Vous avez peut-être vu le petit garçon que Sarkozy avait sur les épaules quand il est parti en Jordanie. Eh bien, c'était le fils de Raphaël Enthoven. Ceci dit, ce que je viens de vous dire est tout à fait anecdotique. Mais, si vous voulez le voir, c'est un monsieur qui va vous plaire certainement, ne fût-ce que physiquement. Je parle des jeunes filles ici, on comprend très bien le choix qu'elle a fait par la suite. Enfin, si je ne fais plus de la philosophie, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais Raphaël Enthoven fait une émission sur Arte, pour ceux qui ont Arte pendant la journée, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, à 13h30 le dimanche. Et moi, je ne raterai sous aucun prétexte cette émission. Vous savez ce que je fais le dimanche entre 13h30 et 14h. Raphaël Enthoven interroge chaque fois un philosophe ou une philosophe qui vient de publier un livre, et l'émission se présente vraiment sous la forme d'une dissertation. Donc vraiment, ça peut vous préparer, je dirais, à l'examen. Donc ce n'est pas une conversation entre intellectuels, entre savants, non. Ça se présente sous la forme vraiment d'une démonstration. Et c'est très pédagogique parce que les mots-clés apparaissent systématiquement à l'écran, sont repris un petit peu comme des clignotants, si vous voulez. Donc c'est sur Arte, je le répète, à 13h30 le dimanche. Ici, dans ce livre, il a interrogé une dizaine de professeurs de philosophie de terminale, c'est-à-dire de la dernière année de l'enseignement secondaire dans les lycées en France. Alors, un autre livre intéressant de Michel Tozzi, Penser par soi-même, initiation à la philosophie. C'est destiné à un public tel que le vôtre. Ce n'est pas destiné, bien sûr, à des étudiants en philosophie, c'est destiné à des étudiants de l'enseignement secondaire, et vous pouvez vous débrouiller avec celui-là. Alors, pour le reste, il existe
un ouvrage plus ancien, mais qui est très utile, c'est la dissertation philosophique de Cuvelier. Il y a 3 volumes chez Armand Collin. Le premier s'intitule « La connaissance », le second s'intitule « L'action » et le troisième « Psychologie et philosophie générale ». C'est publié chez Armand Collin, c'est réédité. Et enfin, alors là c'est un ouvrage très général, je le montre, mais c'est un grand classique, c'est un petit peu comme le petit Robert des philosophes, c'est Vocabulaire, technique et critique de la philosophie, publié aux Presses universitaires de France par André Lalande. Voilà, je vous montre le dos, parce qu'il n'y a rien à montrer sur la couverture. Voilà. Alors, quand vous abordez un sujet philosophique, ici les questions de liberté, il y a évidemment une rubrique liberté, il y a plusieurs pages consacrées à la liberté, avec toutes les définitions possibles de ce que c'est que la liberté, et vous avez alors des bas de page, enfin des bas de page qui font parfois les 2/3 de la page, où vous avez toutes les références des auteurs qui ont parlé de la liberté, enfin les principaux, et qui permettent donc d'aborder votre sujet sans outil de départ. Voilà. Ça, c'était les ouvrages que je voulais vous montrer au départ. Enfin, il y a un recueil de textes qui a paru en septembre 2010, donc l'an passé. C'est un numéro spécial du Point qui s'intitule « La liberté, les textes fondamentaux ». Alors, dans cette revue, vous avez chaque fois, dans ce numéro spécial, d'un côté, la présentation d'un auteur qui a discouru sur la liberté, et à droite, vous avez un extrait d'une de ses œuvres où il est question de la liberté. C'est comme ça donc dans toute la revue. Ça va? Bon. Je me suis, bien entendu, inspiré des différents ouvrages que je viens de vous montrer et des auteurs qui sont mentionnés dans la dernière revue pour piocher un petit peu dans ma bibliothèque et voir quels étaient les auteurs les plus intéressants à analyser avec vous aujourd'hui. Pour commencer, vous voyez que pour l'obéissance et la liberté, il y a le mot contrainte qui revient des deux côtés. Vous voyez le 4e mot, absence de contrainte et de l'autre côté contrainte. Donc très clairement, les deux mots sont en opposition évidente. Ici vous avez absence de contrainte et de l'autre côté donc contrainte. Donc il s'agit en fait d'un binôme où les deux termes apparaissent en tension. Je veux dire, ça ne va pas ensemble, la liberté et l'obéissance. A priori, je dis bien a priori, de premier abord, on a l'impression que c'est inconciliable. Un homme libre, a priori, ne peut pas obéir. Il va falloir donc résoudre la question qui est au tableau comme un véritable problème. C'est le mot que j'ai utilisé la semaine passée. C'est un problème. Y a-t-il des cas, donc, éventuellement, où un homme libre peut obéir? Et ce sera le sujet d'aujourd'hui. Je vais d'abord vous lire un texte d'un professeur de français. Il y a des étudiants de français ici, hein, quelques-uns. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 au moins, voilà. Donc Simon, Géraldine, Delphine et Céline. Voilà. M'y retrouve. Alors, c'est un professeur qui a enseigné ici dans les années 60. Il vit toujours, il va avoir 80 ans. Alors, tenez-vous bien, c'est le père de mai 68. Moi, je trouve que cette école devrait s'appeler l'école normale Raoul Vaneigem. C'est le père de mai 68, il a enseigné ici. Mais il a été foutu à la porte, le père de mai 68, vous comprenez bien. Hein? Il était mis à la porte. Il se fait que c'était quelqu'un qui ruait dans les brancards. Moi, j'aimerais bien l'inviter un jour ici, d'ailleurs. C'est le père de mai 68, hein, quand on pensait que Daniel Cohn-Bendit, etc., se référait. Leur Bible, c'était un petit ouvrage que j'ai avec moi ici, qui était le traité de savoir-vivre pour les jeunes générations, qui avait été publié en 1967. Vous imaginez? Les 3/4 de mes collègues ne connaissent même pas le nom de Raoul Vaneigem. Et c'est le père de mai 68. Il est connu dans le monde entier. Il était professeur, il donne des cours dans ses locaux aussi. En Régentable, en lettres.
en français. C'est quand même incroyable, non? Voilà, c'est pour ça, moi je trouve que c'est une injustice. Alors il a été mis à la porte pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, hein, mais il était jeune et il a été mis dehors. Alors, je vais vous lire un passage d'un texte qu'il a publié dans un livre qui est apparu en 2008 et qui s'intitule « Entre le deuil du monde et la joie de vivre ». Raoul Vaneigem. Entre le deuil du monde et la joie de vivre. Je ne vais peut-être pas écrire tous les noms comme je l'ai fait la semaine passée, hein, parce que sinon je vais faire des allers-retours constants avec le tableau. Donc Vaneigem, vous voyez comment ça s'écrit, V-A-N-E-I-G-E-M. Alors dans ce livre, c'est aussi un des fondateurs du situationnisme, un courant d'anarchisme. Alors je vais vous lire un passage autobiographique, où il parle en fait de l'école normale de Nivelles, donc des bâtiments où nous nous trouvons. Écoutez bien, ça date des années 60. Il y a une abondante bibliographie. Alors, je lis le texte. Jeune professeur à l'école normale de Nivelles, dans le Brabant wallon, il n'y a pas de doute possible, hein. Vous savez bien que c'est ici. Je gagnais chaque jour ma classe, de français, vêtu d'un blouson de cuir noir élimé, nouant sous le regard désapprobateur du directeur, petit homme vil et mesquin, une cravate que les convenances de l'époque prescrivaient obligatoirement. C'était une cravate rouge sang de bœuf. Je l'extirpais de ma poche avec les gestes calculés du défi. Pourtant, au plaisir d'affronter le nabot avec un sourire désinvolte et provoquant, se mêlait une rage que l'audace de le gifler n'aurait pas même apaisé. Le vrai plaisir, en revanche, renaissait lorsque, déambulant, mes élèves et moi, à travers les vastes paysages littéraires, nous tentions d'invoquer cette conscience sensible du vivant, sans laquelle les individus et les sociétés s'adonnent à la barbarie ordinaire. J'aurais pu étrangler l'immonde bureaucrate qui, dans le couloir de son établissement scolaire, consultait sa montre à mon approche et décrétait en mesurant le temps que lui et les siens me volaient. 3 minutes de retard, monsieur. En général, j'ai 10 minutes, un quart d'heure. Hein, comme vous savez. Or, 3 minutes plus tard, au milieu de mes élèves, un tourbillon de questions disparates où s'agitaient Nietzsche, Diderot, Satie, Villon, Lucrèce, m'étourdissait au point d'outrepasser l'heure de cours sans que je m'en aperçusse. Je n'arborais pas seulement l'uniforme du jeune voyou, ma peau en était l'étoffe. J'étais de révolte incarnée et d'humanité ivre de caresses charnelles. Les émeutes de banlieue, je fais référence ici aux émeutes de décembre 2005, ça vous rappelle peut-être quelque chose, quand on appelle les quartiers, la banlieue de Paris, à Villiers-le-Bel, Clichy-sous-Bois. Vous vous souvenez qu'à la suite de l'électrocution de 2 adolescents, toutes les banlieues s'étaient embrasées, à l'époque où Sarkozy était ministre de l'Intérieur. C'est à la suite de ça qu'il avait parlé également de Karcher, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Eh bien, les émeutes de banlieue ont ravivé en moi l'alternative ou la passion contrastée, qui s'emparait de moi en franchissant le seuil de l'établissement où j'enseignais. La tentation de goûter le feu aux 4 coins du monde et une irrésistible aspiration à l'amour, au savoir, à l'harmonie. J'ai revécu rétrospectivement la puissance des 2 violences opposées qui s'imbriquaient jadis en mon incertaine construction lorsque leur institution éducative et leur monde réifié, brisé, piétinait chaque jour le désir où mon école et mon univers me faisaient l'arpenteur d'immenses territoires à libérer. Ce qui m'a empêché d'incendier, de dévaster, de raser ce bâtiment. Vous voyez les idées qu'il a pu avoir. Apparemment, il n'a pas mis ses fantasmes à exécution, sinon
hein, on serait logé ailleurs, aux allures de caserne et de pénitencier. C'est vrai que ça ressemble, vous avez vu le quadrilatère ici. Hein. C'est qu'à l'ombre de l'ignorance érudite et de l'oppression pédantesque se cultivait un jardin où ce que la liberté faisait croître n'avait plus besoin de tuteur. Voilà. Si je vous ai lu ce texte, d'abord pour accrocher un petit peu, ce serait peut-être utile que vous conseilliez à mes collègues en français peut-être d'analyser les ouvrages de Van Eghem, c'est un de leurs prédécesseurs, et il écrit très bien, tout d'abord, et puis il y a du contenu aussi. Hein, voilà. Donc je relance la balle ici aux étudiants, je lance la balle plutôt aux étudiants de première année en lettres pour peut-être approfondir cet auteur. Vous avez vu qu'ici, ben, on est en plein dans notre sujet. L'homme libre peut-il obéir? Vous avez compris qu'ici, c'est pas révolté, un écorché vif. Je l'aime bien parce que quelque part, je m'y retrouve. Voilà. Si je vous lance ceci, ce texte, c'est pour vous faire un petit peu réfléchir. Je ne vais pas commenter le texte parce qu'il parle de lui-même, je dirais. Il parle de lui-même. Je voudrais peut-être, dans un premier temps, dans cette démonstration, grand 1, évoquer avec vous, à partir des auteurs qui vont suivre, que la liberté est certainement liée à l'absence de contraintes. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Et par conséquent, si on est libre, on n'est pas là pour obéir. Donc je noterai que la liberté s'oppose aux contraintes. Et je reprends vos mots. Hein. Alors les contraintes d'hommes dans une société, elles sont d'ordre divers. Dans les sociétés anciennes, il est évident que la contrainte majeure, ceux dont on a peur avant tout, ce sont les dieux. Dans les sociétés polythéistes, comme en Grèce ou à Rome, et par la suite, ce sont ces dieux uniques, dans le cas du judaïsme, du christianisme ou de l'islam. Donc, première chose, il s'agit tout d'abord d'oser s'opposer à Dieu pour éviter qu'il ne fasse peser le poids de ses règles sur votre quotidien et surtout sur votre conscience. Donc, il s'agit de s'opposer à Dieu ou au Dieu. Ce sera à Dieu pour notre société. Je vais vous lire un extrait d'un auteur très connu. Il s'agit d'Échille. Bon, Échille, j'ai apporté ici ces tragédies dans la collection du livre de poche. C'est une édition usuelle. Et Échille a écrit un texte qui, je dirais, est emblématique par rapport au sujet qui nous concerne, et plus particulièrement le point de non-soumission à Dieu ou aux dieux. Ça se trouve dans une tragédie qui s'appelle Prométhée enchaîné. Prométhée enchaîné. C'est une pièce qui date des environs de 460 avant Jésus-Christ. Prométhée, ce nom vous dit certainement quelque chose. C'est ce titan qui s'est opposé à la volonté des dieux et d'un dieu en particulier, Zeus, en apportant la lumière, le feu sacré, si je puis dire, autrement dit, le savoir aux hommes. Pour cette raison, parce qu'il a désobéi à Zeus, il va être condamné à être attaché sur un rocher où tous les jours un vautour vient lui manger l'estomac. Ou le foie plutôt. Le foie. Comment? Qui repousse évidemment chaque année, tous les jours, puisqu'il s'agit d'un titan, donc c'est un cousin des dieux. En fait, les titans, c'est la génération qui précède
les dieux. Donc, c'est une situation un petit peu comme celle du mythe de Sisyphe, où il pousse la boule, vous savez, la pierre justement de la colonne, et puis il redescend de l'autre côté. Donc ça pousse sans arrêt. Alors, je vous lis ce texte. Écoutez en revanche les misères des mortels, et comment des enfants qu'ils étaient, j'ai fait des êtres de raison. Notez bien ce mot, raison, doués de pensée. Je veux le compter ici, non pour dénigrer les humains, mais pour vous montrer la bonté dont leur ont témoigné mes dons. Au début, ils voyaient sans voir, ils écoutaient sans entendre, et, pareil aux formes des songes, ils vivaient leur longue existence dans le désordre et la confusion. Ils ignoraient les maisons de briques ensoleillées, ils ignoraient le travail du bois, ils vivaient sous terre comme les fourmis agiles au fond de grottes closes au soleil. Pour eux, il n'était point de signe sûr, ni de l'hiver, ni du printemps fleuri, ni de l'été fertile. Ils faisaient tout sans recourir à la raison, jusqu'au moment où je leur appris la science, ardue d'élever et des couchers des astres, puis ce fut le tour de celle du nombre, donc il leur a appris l'arithmétique. La première de toutes, que j'inventais pour eux, enfin, on dit l'arithmétique, c'est même les mathématiques ici, que j'inventais pour eux, ainsi que celle des lettres assemblées, mémoire de toutes choses, labeur qui enfante les arts. Donc ici, vous avez un personnage mis en scène par Échille, qui est le type même de l'anticlérical, puisqu'il s'oppose à ce monopole du savoir par une élite, par un groupe, que j'appellerais le clergé. Bon, ici ce sont les dieux, mais enfin c'est l'équivalent, pour utiliser notre langage à nous. Et il est puni pour cela. Donc c'est un révolté. C'est un homme libre, même si c'est un dieu ici. Et il n'a pas obéi au dieu, à Zeus. Donc on est dans le premier cas de figure où la liberté s'oppose à une contrainte qui est celle de la loi divine. Vous pouvez le mettre ici, s'oppose à la loi divine. Et il est puni pour cette raison-là, parce que la liberté a un coût. Elle n'est pas donnée, il faut se battre. Il faut parfois résister aussi pour obtenir quelque chose. Vous savez, Prométhée, c'est l'équivalent, je dirais, chez les Juifs, de Satan. Satan, vous vous en souviendrez peut-être, c'est cet archange qui était au ciel et qui, à la tête d'une armée d'autres anges, s'est battu contre Dieu. Il en était jaloux. Et vous savez qui, finalement, bat Satan? C'est Dieu, bien sûr, mais avec l'aide de son général des archanges, qui est Saint Michel. C'est le symbole, évidemment, que l'on trouve au-dessus de l'hôtel de ville de Bruxelles. Vous voyez Saint Michel qui est en train d'enfoncer une pique, justement, dans ce serpent gluant qui se trouve en dessous de lui, Satan. Satan, on l'appelle aussi Lucifer. Et Lucifer, si vous avez fait du latin, vous savez que c'est celui qui porte la lumière. Lucifer. Lucie, ça vient d'un mot latin lux, qui veut dire la lumière, et fer, ça vient d'un mot latin ferro, qui veut dire je porte. Donc Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. Donc il est puni parce qu'il a porté la lumière, il a porté le savoir. Il a cherché à éclairer les hommes et les éclairer avec quoi? Le mot revient deux fois. La raison. Il leur a donné la raison. Et vous savez que pour une élite cléricale, la raison, c'est un danger, parce qu'à partir du moment où les gens se posent des questions, ils vont pouvoir être libres, être autonomes. Et le pouvoir, évidemment, des clercs risque de tomber. À côté de ça, vous avez aussi la liberté face à la nature.
les contraintes de la nature. Et l'opposition plutôt à Dieu ici, à la nature. Pendant des siècles, et pour rebondir sur mon dernier propos, on a suivi la Bible. Et Wendy, tout à l'heure, a parlé de soumission au dogme en faisant référence à l'obéissance. Et vous savez qu'il ne pouvait pas être question de contester le prétendu contenu scientifique de la Bible. Il a fallu attendre 1543 pour que Copernic publie, enfin son ouvrage posthume, un an après sa mort, son ouvrage sur la révolution des corps célestes, où il a complètement décentré le système de l'univers. Dorénavant, ce sera le Soleil, non plus la Terre, qui sera au centre de l'univers. Il a fallu attendre 1859, tenez-vous bien, il y a seulement 150 ans, que Darwin a publié son ouvrage de l'origine des espèces, où il explique que l'être humain n'a pas été créé et que l'histoire des espèces est beaucoup plus longue qu'on imagine et que les animaux, les espèces, ne sont rien d'autre que le résultat d'une adaptation au milieu des plus forts et que les plus faibles, s'ils ne s'adaptent pas, disparaissent. Donc, s'il n'y avait pas eu des gens comme Copernic, comme Galilée, comme Newton, comme Darwin par exemple, eh bien on n'aurait jamais osé construire des machines qui par exemple nous permettaient de sortir de la gravitation. On n'aurait pas construit des fusées par exemple. Il faut attendre 21 juillet 1969 pour que l'on marche sur la Lune. Donc vous voyez que l'incapacité à penser librement parce qu'on vous l'interdit a retardé évidemment le progrès de l'humanité. Donc vous voyez qu'il y a un nouveau mot qui a été énoncé par l'un d'entre vous tout à l'heure, qui est celui de libre arbitre. On a parlé également de libre choix, qui a été jugulé par les autorités cléricales. Rousseau, en 1754, Jean-Jacques Rousseau, vous connaissez tous bien sûr, en 1754, publie son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Bien sûr, vous avez dû voir dans le cadre de vos cours de français en secondaire, la fameuse théorie du monde sauvage, le mythe de l'âge d'or. Pour Rousseau, en effet, l'être humain naît, du verbe naître, naît bon, et c'est la société qui le corrompt. Et que le bon sauvage, eh bien lui, vit dans un état de liberté, je dirais même qu'il est en symbiose avec la nature, et que la contrainte ici, ce n'est pas la nature, là c'est la société. Et on va passer d'ailleurs au point suivant, lorsque on va voir ça dans un instant. Je voudrais vous lire Rousseau, je le montre. Ici vous avez l'édition Garnier-Flammarion, donc une petite édition de poche, facile à manier. Et je vais vous lire deux passages que j'ai pris ici, page 172 et puis page 169. Il dit dans son discours: les hommes sont méchants, une triste et continuelle expérience dispense de la preuve. Cependant, l'homme est naturellement bon. Je crois l'avoir démontré, fait référence à ce qu'il écrit précédemment. Qu'est-ce donc qui peut l'avoir dépravé à ce point, sinon les changements survenus dans sa constitution, les progrès qu'il a faits et les connaissances qu'il a acquises? Et il dit encore ceci, un peu précédemment dans son discours: il en est ainsi de l'homme même, en devenant sociable et esclave. Tiens, vous voyez, il associe sociable et esclave. Ça veut dire quoi? Que c'est la société qui vous rend esclave. Tant que vous êtes dans une situation où la société est absente,
Mais vous êtes libre si vous prenez, on va dire, le contraire de ce qui est affirmé ici. En devenant sociable et esclave, l'homme devient faible, craintif, rampant, et sa manière de vivre molle et efféminée achève d'énerver à la fois sa force et son courage. Donc la société, pour lui, est synonyme de corruption. Quand je dis corruption, il ne s'agit pas de corruption financière, ici bien sûr, il s'agit de corruption des corps, au sens où Platon et Aristote entendaient, c'est-à-dire qu'on quitte la perfection initiale et on devient quelque chose d'inférieur par rapport à cet état-là. Alors, troisième point, et je vous ai dit que ça y conduit tout de suite, c'est qu'un homme libre s'oppose à la société et au pouvoir maintenant civil, et plus pouvoir religieux. Vous connaissez le terme désobéissance civile? C'est un mot un concept qui a été élaboré par un penseur, un anarchiste du 19e siècle anglo-saxon qui s'appelle Thoreau. T-H-O-R-E-A-U. Thoreau. Vous devrait avoir de la peine. Hein? Voilà, Thoreau. Alors, Sophocle publie, je réfléchis, en 442 avant notre ère, une tragédie. Publie, ça veut dire rend public. Les pièces étaient jouées dans les théâtres à Athènes, bien entendu, et partout en Grèce. Cette pièce s'appelle Antigone. Antigone, c'est la fille d'Édipe. Vous savez, Édipe, ce personnage malheureux, hein, qui est mené par le bout du nez par son inconscient. Hein, si j'interprète ici ce mythe d'un point de vue freudien, et qui est amené à tuer son père, à épouser sa mère, dont il a des enfants. Vous voyez que ce n'est pas un destin particulièrement tranquille, comme on dit. Hein. Finalement, on découvre que c'est lui l'auteur de la peste qui sévit à Thèbes. Il prend conscience de son crime, de l'inceste, de son forfait, puisqu'il a tué son père. Il se crève les yeux, et c'est, je dirais, l'aveuglement physique n'est rien d'autre qu'une situation qui est synonyme, métaphore de, comment dirais-je, de l'éclaircissement. C'est parce qu'il voit clair sur ce qu'il a fait qu'il s'aveugle. En même temps, l'aveuglement, c'est une forme de castration, on est bien d'accord. Mais en même temps, il prend conscience de ce qu'il a fait, de l'horreur de ce qu'il a fait, donc ça devient clair pour lui. À ce moment-là, il se crève les yeux. Antigone, elle, c'est sa fille, donc c'est dans une autre pièce de Sophocle. Antigone, c'est sa fille qui va d'ailleurs être son bâton de vieillesse, je dirais, par la suite. Et Antigone, elle, à un moment donné, elle ne veut pas respecter la décision, elle ne veut pas obéir, c'est notre sujet, elle ne veut pas obéir à l'ordre du roi Créon, qui est le nouveau roi de Thèbes, après Édipe, puisque Édipe, on s'est rendu compte que c'était lui qui était à l'origine des malheurs de Thèbes, et il se fait que les frères, les deux jumeaux d'Antigone, qui comme elle étaient nés, vous imaginez, hein, des amours incestueuses entre son père Édipe et sa mère Jocaste, qui est à la fois sa mère et sa grand-mère. Vous comprenez, c'est compliqué comme arbre généalogique, puisque Édipe a épousé sa mère. Et par conséquent, Édipe est son père et son frère en même temps. C'est compliqué, comme arbre généalogique, mais enfin, c'est la tragédie grecque. Et donc, elle refuse que, une fois que son frère, c'est Polynice, a été tué, eh bien, elle refuse de le laisser comme ça, comme pâture au vautour. Elle veut l'enterrer, l'ensevelir. Et le roi Créon lui interdit formellement. Tout ceci nous rappelle un petit peu l'actualité. Hein, on parle beaucoup de ce qui
s'est passé avec Osama Ben Laden, a-t-il été immergé, pas immergé, enfin vous voyez tout le problème. Hein. Donc, je lis ce texte, Créon, donc le roi de Thèbes. Et toi, toi qui restes là, tête basse, avoues-tu ou nie-tu le fait? Antigone répond, je l'avoue et n'égare certes de le nier, parce qu'évidemment elle n'a rien à cacher. Maintenant, réponds-moi sans phrase d'un mot, connaissais-tu la défense que j'avais fait proclamer? Antigone, oui, je la connaissais. Pouvais-je ignorer? Elle était des plus claires. Créon, ainsi tu as osé passer outre à ma loi? Antigone, oui, car ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamé, ce n'est pas la justice assise aux côtés des dieux infernaux, non, ce ne sont pas là les lois qu'ils ont jamais fixées aux hommes, et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel, écoutez bien, de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables des dieux. Elles ne datent, celles-là, ni d'aujourd'hui ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru. Ces lois-là, pouvais-je donc, par crainte de qui que ce fût, m'exposer à leur vengeance chez les dieux? Que je dusse mourir, ne le savais-je pas? Et cela, quand bien même tu n'aurais rien défendu. Et mourir avant l'heure, je le dis bien, oh, pour moi, c'est tout profit. Lorsqu'on vit comme moi au milieu de malheurs sans nombre, comment ne pas trouver de profit à mourir? Subir la mort, pour moi, n'est pas une souffrance. C'en eût été une, au contraire, si j'avais toléré que le corps d'un fils de ma mère n'eût pas, après sa mort, obtenu un tombeau. De cela, oui, j'eusse souffert. De ceci, je ne souffre pas. Je te parais sans doute agir comme une folle, mais écoutez bien, mais le fou pourrait bien être celui-même qui me traite de folle. Alors, c'est ce qu'on appelle de la désobéissance civile. Vous utilisez un mot contemporain, actuel. Donc vous voyez qu'il y a la loi, mais il y a une loi qui est, la loi civile, mais il y a une loi qui est supérieure à la loi des hommes. C'est la loi des dieux. Alors, si on transfère, si on transforme ce terme loi des dieux, pour nous ce serait quoi? Ce serait la conscience morale. Vous êtes d'accord? C'est la conscience morale, ce sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont supérieurs aux lois qui existent dans chacun des pays. Si vous êtes dans un État dictatorial, à l'époque d'Hitler, il y avait des lois raciales. C'était des lois. Alors, obéir aux lois raciales, vous comprenez bien que ça pouvait, on l'espère en tout cas, poser problème à certains fonctionnaires, à des juges, qui, eux, se référaient peut-être à d'autres lois qui étaient supérieures et qui voulaient peut-être éviter que des personnes ne subissent la loi civile qu'ils considéraient comme injuste. Le terme injuste, c'est le mot qui est utilisé par Antigone. Hein. Donc vous comprenez bien. Donc la désobéissance civile, pour un homme libre, s'impose à certains moments. Donc ici, l'homme libre peut-il obéir? Mais dans ce cas-ci, non. On est toujours dans le non. On va passer au 2 et au 3. Et vous allez voir que dans les deux points qui suivent dans la démonstration, là ce sera oui, dans certaines circonstances. Ici on est toujours dans le non. Alors, je prends un autre texte, également très célèbre. C'est le discours sous la servitude volontaire, que je vous ai déjà montré, ou cité plutôt, de Étienne de la Boétie. La Boétie. C'est un texte qu'on ne parvient pas à dater exactement parce qu'il a été publié bien après sa mort par Montaigne, qui était l'ami de la Boétie. Le texte daterait de 1546-1548. Donc, vous retenez, milieu du XVIe siècle, de notre ère, bien sûr. La Boétie a écrit, je dirais, la Bible des anarchistes, si vous voulez, déjà au milieu du XVIe siècle. Je vous lis deux passages. Donc, je tire ceci des œuvres politiques de la Boétie, éditées par François Inquer aux éditions Les Classiques du Peuple. Alors, je vais lire un passage, page 46-47 et page
73, voilà. Alors, c'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui ayant le choix ou d'être sujet ou d'être libre, quitte sa franchise. Sa franchise, ça veut dire sa liberté. Hein? Et prend le joug qui consent son mal, ou plutôt le pourchasse. S'il lui coûtait quelque chose de recouvrer sa liberté, je ne l'empresserai point, combien que ce soit ce que l'homme doit avoir plus cher que de se remettre en droit naturel, et par manière de dire, de bête, revenir à homme. Donc, l'idée centrale ici, ben, c'est que les êtres humains, la grande majorité des êtres humains, s'asservissent d'eux-mêmes. Donc l'asservissement dont il est question ici, ce n'est pas seulement un asservissement physique, c'est un asservissement moral. On trouve une certaine satisfaction à être le serviteur de quelqu'un. Et vous savez que dans la hiérarchie sociale, ce n'est pas toujours les gens qui sont les plus haut placés qui sont les plus libres. Parfois, un vagabond est peut-être plus libre dans sa tête qu'un chef de cabinet qui est l'esclave du ministre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Autre passage. Alors, je trouve que ce texte est une actualité, il sera toujours actuel. Le tyran voit les autres qui sont près de lui, coquinant et mendiant sa faveur. Il ne faut pas seulement qu'il, donc les courtisans, qu'il fasse ce qu'il dit, et tenez-vous bien, mais qu'il pense ce qu'il veut. Pire, hein, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Hein. Mais qu'il pense ce qu'il veut, et souvent, pour lui satisfaire, qu'il prévienne encore ses pensées. Affolant. Voilà. C'est ce qui s'est passé dans des régimes dictatoriaux, qui se passe toujours dans des systèmes dictatoriaux. Ne vous en faites pas. Hein. Si un jour le système mis en place par la dictature syrienne tombe, ben, vous allez voir, les gens vont changer complètement de camp. Ils vont aller du côté des chefs, de ceux qui ont le pouvoir à ce moment-là. Et les mêmes qui opprimaient le peuple seront sans doute parmi les premiers qui voudront opprimer leur ancien chef direct qu'ils ont servi pendant tant d'années. Donc moralement, ce sont des esclaves, ces gens-là. Alors, quelques ouvrages ici que je ne vais pas étudier, mais que je voudrais quand même vous montrer. Un ouvrage qui a eu tellement d'importance en mai 68, et d'abord sur les campus américains, donc à Berkeley, en dès 1965, 66, parce que vous savez que mai 68, ça a commencé d'abord aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, avant d'arriver en France, et à Bruxelles évidemment encore plus tard. Hein. Donc, un ouvrage très important, c'est L'homme unidimensionnel d'Herbert Marcuse. Hein. Aux définitions de lui, ça a paru en 64 en anglais, en 67, si mes souvenirs sont bons, en français. C'était un peu la Bible des intellectuels 68 arts, des universitaires à l'époque. Un autre ouvrage, alors là, je l'ai déjà cité tout à l'heure, en folio actuel, de Raoul Vaneigem, cet ancien professeur de français ici à l'école, il y a 50 ans, qui vit toujours, de Raoul Vaneigem, traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Alors là, que ce soit chez Marcuse ou que ce soit chez Vaneigem, ce sont deux penseurs qui mettent en avant le désir. On doit faire ce que l'on a envie de faire. Et donc, on va passer tout de suite, vous voyez bien, au point 2 de la démonstration. On est parti d'abord d'une négation. La liberté, ce n'est pas quelque chose. Hein, c'est tout ce que j'ai mis au tableau, ce n'est pas, c'est le non. Et puis maintenant, on va voir que obéir, c'est peut-être quelque chose de positif. Alors, dernier ouvrage, qui lui doit date de 72, de Gilles Deleuze et Félix Guattari, deux grands philosophes qu'on fait parler d'eux à l'époque, c'est l'Anti-Édipe, paru également aux éditions de Minuit. Alors, dans cet ouvrage, il montre que la psychanalyse elle-même s'est mise au service du système qui cherche à embrigader tout le monde, finalement. Et que le psychanalyste est là pour normaliser l'individu qui pourrait déranger. Alors ici, un petit recueil que je vous recommande, Interdit d'interdire, slogan et affiche de la Révolution, mai 68, publié par l'Esprit Frappeur. Ce sont toujours des petits livres qui ne coûtent pas cher du tout. Alors là, je vous montre le livre d'abord, et vous avez toute une série, vous voyez,
d'affiche de mai 68 de l'époque. Hein. Parmi les slogans les plus célèbres, vous avez « Il est interdit d'interdire » et « Sous les pavés, la plage ». Oui, c'est sur le plan poétique. Hein, c'est joli, évidemment. Donc je mets point 2 ici. Donc ici, on est dans le non. Alors maintenant, on va passer au oui. L'obéissance d'un point de vue positif. Alors, obéir peut être un acte de liberté si on obéit à soi-même. C'est ce que disent les trois auteurs que je vous ai cités en dernier lieu. Donc, d'une part, Raoul van Hegem, ensuite, je vous ai parlé de Herbert Marcuse, un Américain, et je vous ai enfin parlé de Félix Guattari et de Gilles Deleuze. Donc, obéir, oui, s'il s'agit d'obéir à soi-même. Alors, 2 points ici. Premier point, obéir à soi-même, ça peut être d'abord se laisser aller à ses inclinations. Autrement dit, obéir à ses désirs, se laisser aller à ses inclinations. Donc, c'est donner satisfaction à son désir personnel. Le problème, on passe au point 2, parce qu'on est différents auteurs ici, hein, pour désir. Le problème, c'est qu'évidemment, vous savez que le désir, obéir à son désir n'est pas toujours une preuve de liberté. Il y a plusieurs auteurs qui l'ont dit. Déjà au XVIIe siècle, avec Spinoza, et puis bientôt on va voir ce que Freud en a dit aussi. Alors, je commence avec Spinoza. Spinoza, cet auteur que j'ai eu l'occasion de citer. Spinoza, en 1670, publie son traité théologico-politique. Je vous montre ici l'édition Garnier-Flammarion. Je prends la page 262. Voici ce qu'il dit. Nous ne reconnaissons ici nulle différence entre les hommes et les autres individus de la nature, non plus qu'entre les hommes doués de raison et les autres qui ignorent la vraie raison. Entre les imbéciles, les démons et les gens sains d'esprit. Tout ce que fait une chose agissant, suivant les lois de la nature, en effet, elle le fait dans un droit souverain, puisqu'elle agit comme il y est déterminé par la nature et ne peut agir autrement. Alors, l'idée clé ici, c'est quoi? Eh bien, c'est que quand nous nous croyons libres, nous ne le sommes pas vraiment. Quand nous utilisons notre raison, notre intelligence, eh bien, nous croyons être libres. Mais finalement, quelqu'un qui n'a pas sa raison et qui agit d'une certaine manière, parce que c'est un imbécile par exemple, ben, finalement, nous nous croyons plus libres que lui. Mais finalement, on est mené par le bout du nez, par notre nature humaine, qui nous dépasse et qui dépasse notre illusion de liberté. Écoutez maintenant Rousseau dans le contrat social. Le contrat social est publié en 1762. Écoutez bien ce que dit Rousseau. Maintenant, c'est le contrat social, hein, c'est plus le discours publié 8 ans plus tôt, 1754, le discours sur l'inégalité parmi les hommes. Alors, je lis un court passage, très court, à la fin du chapitre 8. L'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi, qu'on s'est prescrite, est liberté. Ah, vous voyez, c'est peut-être pas tout à fait l'image que l'on a de Rousseau, en tout cas par rapport au mythe du bon sauvage, puisque là, apparemment, c'était le bon sauvage qui est dans la nature qui est libre, et au contraire, l'homme civilisé qui est corrompu par la société, et qui est donc esclave. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Ici, il est dit ceci, l'impulsion du seul appétit, c'est-à-dire quand on se laisse aller à son désir, c'est ça que ça veut dire. L'impulsion du seul désir est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc là, ici, vous voyez que
l'obéissance peut vous permettre d'être libre. On peut dire effectivement, quoi? Ben, s'il n'y avait pas des règles, s'il n'y avait pas de loi, ben, ce serait la guerre de tous contre tous. Donc nous choisissons, et c'est ce qu'il explique dans le contrat social, nous, membres d'une société, nous décidons collectivement d'adhérer à un pacte, à un contrat social, un contrat entre individus qui forment société, et c'est cette adhésion à ce pacte social qui va nous permettre d'être libres. Je ne reviens plus sur tout ce que j'ai pu vous expliquer sur l'histoire des théories du pouvoir. J'ai fait une leçon là-dessus du 16e, 19e ou 20e siècle, vous vous souvenez, où j'ai évoqué des gens comme Hobbes, comme John Locke, Rousseau, et j'avais été, vous vous souvenez, jusqu'à Hannah Arendt, jusqu'à son fameux livre qu'elle a publié en 1963, Eichmann à Jérusalem. Donc je ne vais pas reprendre tout ça, donc je ne vais pas parler de tous ces auteurs de Grotius, comment dirais-je, de Locke et de Hobbes ici. Ça nous amène tout de suite ici à Freud. Alors je montre les essais de psychanalyse, Sigmund Freud, en 1921. On est au XXe siècle. En 1921, Freud publie un essai intitulé, alors c'est Analyse du moi et psychologie collective, j'essaie de voir le titre précis, c'est Psychologie collective et analyse du moi. Alors, Freud avait écrit dès 1913 un essai qui s'intitule Totem et tabou, dans lequel il émettait l'hypothèse qu'il existait un inconscient collectif et que dans la préhistoire, le Père Tout-Puissant qui se réservait les femmes, on dirait les femelles de son groupe, de sa famille, exerçait une autorité sans limite sur ses enfants et qu'à un moment donné, les frères s'étaient coalisés pour tuer le Père, ce qui avait entraîné évidemment un sentiment de culpabilité, d'où la création du totémisme. À la fin de cet ouvrage-là, d'ailleurs, en 1913, il expliquait que l'Eucharistie chez les chrétiens n'est rien d'autre qu'un repas totémique, puisqu'il s'agit d'une théophagie, vous êtes bien d'accord, au moment de l'Eucharistie, on mange Dieu. Et donc pour lui, c'était lié au phénomène du totémisme. Alors voici ce qu'il écrit, donc, page 156 dans l'édition Petite Bibliothèque Payot. Le meneur de la foule, on dira un dictateur, Hitler, Mussolini, le meneur de la foule incarne toujours le père primitif, tant redouté. Vous savez qu'il y a eu le culte de la personnalité à l'époque de Staline, de Mussolini, etc. On le voit encore, Bachar el-Assad en Syrie, on voit ces affiches partout, à l'époque où Hosni Moubarak était encore régné, on peut le dire, en Égypte, il y avait son portrait partout, même chose pour Ben Ali en Tunisie. Donc, le père primitif tant redouté, la foule veut toujours être dominée par une puissance illimitée, elle est au plus haut degré avide d'autorité, c'est effrayant évidemment, ou pour nous servir de l'expression de Gustave Le Bon, elle a soif de soumission. C'est vrai que quand on voit ces foules dans le stade Nuremberg, dans les années 1930, on est effrayé de voir comme ça des dizaines de milliers de personnes qui sont à l'unisson en écoutant ce chef charismatique qui les fascine véritablement, c'est-à-dire qui les hypnotise. Le père primitif est l'idéal de la foule qui domine l'individu après avoir pris la place de l'idéal du moi. L'hypnose peut, à bon droit, être désignée comme une foule à deux. Pour pouvoir s'appliquer à la suggestion, cette définition a besoin d'être complétée. Dans cette foule à deux, donc l'hypnotiseur et l'hypnotisé, il faut que le sujet qui subit la suggestion soit animé d'une conviction qui repose non sur la perception ou sur le raisonnement, mais sur une attache érotique. Voilà ce qu'explique Freud donc, en 1921. Donc, vous voyez qu'ici, on est au deuxième point. On peut dire, oui, je suis libre si j'obéis à mon désir, mais on a vu qu'à la fois chez Spinoza et chez Freud, d'une part en 1670, dans son traité théologico-politique, qu'est-ce qu'il dit Spinoza? Il dit, celui qui croit raisonner rationnellement, il se croit libre, alors qu'en fait,
il n'est rien d'autre qu'un produit de la nature. Il n'est pas libre, en fait. Il n'est en tout cas pas plus libre que celui qui est un idiot et qui est lui aussi un produit de la nature. Donc c'est la nature, finalement, qui nous meut. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, en fait, obéir à soi-même, oui, mais les désirs peuvent cacher, en fait, des liens, des contraintes. Ça va? Donc, le désir, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas libre. Enfin, j'aurais dû barrer plutôt libre que désir. Le désir n'est pas libre, puisqu'il y a des forces naturelles ou inconscientes. Naturelles chez Spinoza, inconscientes chez Freud. Ce raisonnement, d'ailleurs, est repris par différents auteurs. J'ai malheureusement pas le temps de vraiment parler ici. Par exemple, Georges Devreux, que j'ai cité la semaine passée à mes étudiants d'histoire, qui, quand il analyse la société spartiate antique, explique en fait que le couple maître-esclave, c'est en fait un couple indissociable. Et je vous lis le passage précisément qui m'intéresse ici, qui va dans le sens de Freud, bien sûr, c'est que, alors, théoriquement, il serait possible d'imaginer un système social dans lequel l'unique fonction du contre-idéal serait de servir de repoussoir à l'idéal du groupe en incarnant, comme exemple à éviter, tout ce que l'idéal du groupe n'est pas et doit à tout prix éviter d'être. Autrement dit, le ilote, psychiquement d'un point de vue systémique, structural, n'est rien d'autre que le négatif du spartiate. Et plus loin, il dit aussi, et ça va tout à fait dans le sens de Freud, le ilote, c'est-à-dire les serfs à Sparte, les esclaves, remplissait en réalité une fonction importante pour le spartiate, celle d'être névrosé à sa place, d'être son fou par délégation. Il sert d'abcès de fixation à la névrose latente de son maître spartiate. Donc c'est un article publié en 1965 dans la revue Les Annales et qui a été réédité ici par Alain Besançon dans l'anthologie qui s'intitule L'histoire psychanalytique, une anthologie chez Mouton, page, alors les références étaient page 130 et page 138. D'ailleurs, un marxiste comme Perry Anderson ne dit pas autre chose, mais lui, d'un point de vue socio-économique, lorsqu'il dit « C'est en effet la formation d'une sous-population asservie clairement délimitée qui, par contre-coup, éleva les citoyens des villes grecques à un niveau de conscience. » Notez ici, parce que le marxisme ne parle pas d'inconscient. Pas de la psychanalyse ici, c'est du marxisme. Un niveau de conscience des garanties légales de la liberté jamais atteint jusque-là. La liberté et l'esclavage en Grèce sont indissociables. L'un était la condition structurale de l'autre. Dans un système bipolaire sans précédent, ni équivalent dans la hiérarchie sociale des empires du Moyen-Orient, qui ignorait la notion de citoyenneté libre, comme ils ignoraient celle de propriété servile. Ce profond changement juridique est lui-même le corollaire social et idéologique du miracle économique qu'amène l'avènement de l'esclavage comme mode de production. Donc, autrement dit, si l'esclavage, sous sa forme massive et claire, très clairement définie sur le plan juridique, est apparu en Grèce au 5e siècle, c'est parce que les Grecs avaient des esclaves. Ils se sentaient d'autant plus libres qu'ils avaient en face d'eux leur négatif, qui étaient les esclaves. Donc vous voyez, on va passer tout doucement ici à autre chose, mais je voudrais quand même vous lire encore un texte ici de André Stéphane. En fait, oui, je ne vous ai pas montré le livre, ici je dois vous le montrer quand même. Donc de Perry Anderson, c'est un livre qui s'appelle « Passage de l'Antiquité au féodalisme » et ça a paru chez Maspero. Alors, André Stéphane, en fait, c'est un pseudonyme pour deux psychanalystes qui, en 1969, donc au lendemain des événements que j'évoquais tout à l'heure, mai 68, ce sont deux psychanalystes, l'un qui s'appelle, parce qu'on connaît leur nom depuis lors, c'est Béla Grunberger, et d'autre part Janine Chasseguet-Smirgel, ont écrit un livre qui s'intitule « L'univers contestationnaire, études psychanalytiques ». Alors, ils étudient la psychologie de ce que c'est qu'un contestataire.
Je vous lis le passage. En fait, les deux mouvements, la contestation et la révolution, sont tous deux des expressions de tendances relevant du complexe d'Édipe. Le second cherchant, donc le second c'est la révolution, cherchant à aboutir à une réalisation qui peut prendre un sens de dépassement édipien, alors que le premier vise à l'éviter. Donc il fait déjà une différence. Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui veut transformer, remplacer un système par un autre, tandis que le contestataire, c'est quelqu'un qui évite le conflit édipien. Le révolutionnaire se pose en rival et combat d'autant plus la puissance parentale représentée par la société en place ou le régime établi, qu'il se trouve en face d'un mauvais parent ou d'une fausse autorité. Donc, les psychanalystes ici justifient la révolution. Ils disent, ben oui, un révolutionnaire veut changer les choses parce qu'en face de lui, il y a effectivement les choses qui vont pas. Par exemple, Louis XVI, il ne fait pas son job, c'est pas un bon père, donc c'est normal qu'on ait eu envie de le renverser. Par contre, des contestataires, c'est pas du tout ça. Le contestataire écarte tout le problème et fait montre devant la moindre allusion à la problématique édipienne d'irritation et en fait de sentiment d'infériorité masqué par l'ironie et le mépris. Pour lui, il n'y a pas d'Édipe, puisqu'il n'y a pas de filiation, pas de famille. Il n'y a ni père ni mère. Donc un contestataire, vous savez, c'est l'adolescent qui conteste pour contester et qui ne conteste pas pour changer et qui ne part pas lui-même en disant maintenant je prends mon baluchon, maintenant je vais faire ma vie ailleurs. Ça c'est le révolutionnaire, ça c'est le révolté. Tandis que le contestataire c'est le râleur qui râle pour râler. Vous comprenez la différence entre les deux? J'espère que puisque vous avez voté aux élections récemment, que vous allez avoir des révolutionnaires et pas seulement des contestataires. Voilà, parce que si c'est pour bêler tout seul dans son coin en disant oui on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais il faut peut-être proposer aussi quelque chose, c'est pas interdit. Alors, un auteur qui, lui, a tout à fait, je dirais, contesté le point de vue freudien et le point de vue marxiste, c'est Michel Foucault, un grand philosophe des 40, des années 1960-1970. Il est mort en 1984, si mes souvenirs sont bons, du sida. Il écrit en 1975 ce livre qui s'appelle « Surveiller, punir, naissance de la prison ». Ça va? Chez Gallimard, Bibliothèque des Histoires. Je lis ce qui se trouve au dos du livre. Surveillance, exercice, manœuvre, notation, rang et place, classement, examen, enregistrement, toute une manière d'assujettir les corps, de maîtriser les multiplicités humaines et de manipuler leurs forces. C'est développé au cours des siècles classiques dans les hôpitaux, à l'armée, dans les écoles, les collèges ou les ateliers. La discipline. Le XVIIIe siècle a sans doute inventé les libertés. Ben oui, on pense surtout à la Révolution française, vous êtes bien d'accord, déjà Montesquieu, en 1748, écrit un hymne aux libertés. Mais il leur a donné un sous-sol profond et solide, la société disciplinaire dont nous relevons toujours. Autrement dit, pour Michel Foucault, alors lui, il ne croit pas en un inconscient freudien, mais il croit qu'il y a un inconscient dans la société qui fait qu'à un moment donné, certains systèmes se mettent en place, des systèmes de pensée, ce que lui appelle des épistémès, et puis qui disparaissent un jour. Mais pour lui, il ne faut pas expliquer ça pour des raisons économiques et sociales, comme les marxistes. Il faut, suite à des contradictions au niveau des modes de production, il n'explique pas ça non plus grâce à l'inconscient freudien, grâce à l'Oedipe. Non, pour lui, il y a des systèmes, mais on ne sait pas pourquoi. Et pour lui, depuis le XVIe siècle, puisque c'est bien le XVIe siècle d'où il part, oui, du XVIe siècle jusqu'à nos jours, il y a un système inconscient qui s'est mis dans la société et qui a fait qu'on est dans un système disciplinaire. Nous apprenons à être disciplinés depuis notre plus jeune enfance. Et il ne faut pas croire que les acteurs, ceux qui vous apprennent la discipline, sont conscients de ce qu'ils font. Inconsciemment, ils participent d'un système social où on doit être discipliné. Et parmi les instruments de cette discipline, il y a entre autres la prison, l'hôpital, l'école. L'école, c'est un lieu où l'obéissance s'apprend. Le gros problème, c'est qu'il y a l'évolution de l'être humain se fait en deux phases. Il y a une première phase où, effectivement, le rapport à l'autorité, effectivement, l'autorité est nécessaire, parce que c'est pour protéger l'enfant qu'on lui dit
ne traverse pas la route, hein, parce que lui, il ne voit pas la différence entre le vert et le rouge, par exemple. Hein, donc c'est pour le protéger qu'on lui interdit. Mais à un moment donné, une fois qu'on est adulte, dans une société on dit 18 ans, mais enfin c'est un chiffre évidemment arbitraire, au lendemain de l'adolescence, à un moment donné, on doit pouvoir sortir de toute une série de règles qui servaient à nous protéger à un moment donné, et ne plus être soumis à ces règles. Alors, on passe au troisième point. Alors, 3, obéir, oui, mais c'est plus seulement obéir à soi-même, puisqu'on voit qu'obéir à soi-même est souvent un piège. On croit être libre alors qu'on ne l'est pas. Je vous l'ai dit, hein. Freud nous le montre. Et même Foucault aussi, quand Foucault dit on croit être libre dans notre société, alors que toute notre société, même quand nous croyons que nous sommes libres, en fait nous ne sommes pas. Pensez à la société de consommation. Quand vous allez dans un magasin et que vous achetez un produit, vous croyez vraiment que vous êtes libre? Vous dites ah c'est génial, il y a tout ce qu'on veut dans ce magasin, mais vous ne posez pas la question pourquoi je vais dans ce magasin. Donc je suis l'esclave d'un système de consommation. Et je dois acheter, je crois que je suis libre. Mais je ne peux pas ne pas acheter. Donc je ne suis pas libre en fait, vous êtes bien d'accord? C'est un petit peu le système que dénonce Foucault, lui, par le biais de la discipline. Obéir, oui, mais obéir à quoi? Eh bien, c'est obéir à la raison. À la raison parce que la raison est universelle. Alors, quelques auteurs ici. Je vais prendre le premier, le plus connu, hein, qui, en 1641, publie dans ses Méditations métaphysiques, Meditationes de Prima Philosophia, je montre l'édition Vrin ici, traduction du Duc de Luynes. Alors, je vous donne d'abord le texte en français, puis je vous donne en latin comme d'habitude, parce que quand on a un texte dans l'oreille, hein, ce sera peut-être plus facile pour ceux qui ont fait du latin après pour comprendre. Hein. Si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai, dit Descartes en 1641, et ce qui est bon, je ne serais jamais en paix de délibérer quelque jugement. Délibérer, ça veut dire décider, choisir. Le mot de choix apparaît au tableau. Et quel choix je devrais faire? Et ainsi je serais entièrement libre, sans jamais être indifférent. Donc vous voyez, c'est si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai, clairement, donc consciemment, hein, donc si c'était la raison qui me menait, à ce moment-là, je serais libre. Donc c'est la raison, dit Descartes, la clarté, hein, qui nous permet d'être libres au moment du choix. Vous vous souvenez du libre arbitre? C'est évoqué par un ou deux d'entre vous. Alors en latin, ça donne ceci. Oui, c'est page 58, donc dans la méditation numéro 4. Hein. Alors en latin, ça donne si, semper, donc si toujours. Alors je déplace les mots pour que vous compreniez bien dans l'ordre français. Vidorem, si clare quid verum et bonum, donc si c'était clair pour de ce qui est vrai et ce qui est bon était clair, nunquam jamais deo quod esse judicandum vel eligendum deliberarem. Hein, donc je ne me poserai pas de questions quant au choix, hein, au jugement judicandum ou eligendum, au choix, atque ita, hein, et de cette manière, je serai entièrement libre. Quam vis plane liber, nunquam tamen indifferens esse possem. Donc, sans être jamais indifférent. Alors, un texte est encore un texte très célèbre, hein, de Hegel, qui est tiré de la phénoménologie de l'esprit. Hein. C'est un texte qui date de 1807. Alors, c'est un texte célèbre parce qu'il participe de ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. La vérité de la conscience autonome, c'est la conscience servile de l'asservi. Écoutez bien, la conscience servile de l'asservi. Certes, celle-ci apparaît d'abord hors d'elle-même et non comme la vérité de la conscience de soi. Mais de même que la domination du maître a montré que son essence était l'inverse de ce qu'elle voulait être, la servitude de l'asservi, écoutez bien, deviendra, bien au contraire dans son accomplissement, le contraire de ce qu'elle est immédiatement. Le contraire. Elle entrera elle-même en tant que conscience refoulée en soi, comme Freud a piqué en fait la notion de refoulement chez Hegel,
et se renversera en autonomie véritable. Autrement dit, être l'esclave, l'asservi de quelqu'un n'est pas un état stationnaire, parce qu'au contraire, en étant esclave, physiquement ou mentalement, j'ai vu l'heure, ne vous en faites pas, en étant l'esclave d'un maître, ça vous met en négatif, en situation de prendre progressivement votre autonomie, tout d'abord par rapport à la nature, et ensuite parce que vous allez pouvoir dire non au maître, parce que vous voyez en négatif votre propre situation. Et donc, je dirais que c'est ça ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave va pouvoir dire non parce qu'il voit le contraire de ce qui est en face, de ce qu'il est en face de lui. Albert Camus, alors là c'est en 1900, je réfléchis un petit peu, en 1951, écrit un texte, L'homme révolté, en folio-essai. Enfin, je vous donne l'édition ici, folio-essai. Et je vous lis un court passage aussi. Le mouvement de révolte s'appuie en même temps, sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable, et 2, sur la certitude confuse d'un bon droit, plus exactement l'impression chez le révolté qu'il est en droit de. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même, en quelque façon et quelque part, raison. Vous voyez de nouveau la notion de raison ici. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. Vous comprenez? Donc c'est oui et non en même temps. Donc il y a le côté de la raison universelle qui participe de son autonomisation. Et enfin, Sartre, et je terminerai après la lecture de ceci par la conclusion, bien entendu, Sartre, en 1967, ici je vous montre l'édition Nagel, publie donc L'existentialisme est un humanisme. L'existentialisme est un humanisme. En fait, c'est une conférence qui a été publiée, qui est très pédagogique, très claire. Je vous conseille vivement, il ne faut pas être philosophe pour lire ça. Alors voici ce que... Alors vous connaissez certainement l'idée de base de Sartre, c'est que l'homme est condamné à être libre. Si nous n'exerçons pas notre liberté, ça n'a pas de sens. Donc nous n'avons, pour éviter l'absurde, nous sommes condamnés à être libres. Nous n'avons pas le choix. On utilise véritablement, bien entendu, un mot qui pourrait faire l'objet d'une dissertation. Alors je lis ce texte. L'existentialiste ne prendra jamais l'homme comme fin, car il est toujours à faire. L'homme est constamment hors de lui-même. C'est en se projetant et en se perdant hors de lui qu'il fait exister l'homme, et d'autre part, vous vous souvenez d'Hegel, dans le même type de raisonnement, c'est en poursuivant des buts transcendants qu'il peut exister. L'homme étant ce dépassement, vous notez, et ne saisissant les objets que par rapport à ce dépassement, est au cœur, au centre de ce dépassement. Il n'y a pas d'autre univers qu'un univers humain, et alors là, vous notez, l'univers de la subjectivité humaine. Oui, parce que Sartre est un athée. Cette liaison de la transcendance et de la subjectivité au sens où l'homme n'est pas enfermé en lui-même, mais présent toujours dans un univers humain, c'est ce que nous appelons l'humanisme existentialiste. Humaniste parce que nous rappelons à l'homme qu'il n'y a d'autre législateur que lui-même. Il n'y a d'autre législateur que lui-même. Et là, j'arrive évidemment à ma conclusion. Et que c'est dans le délaissement qu'il décidera de lui-même, et parce que nous montrons que ce n'est pas en se retournant vers lui, mais toujours en cherchant hors de lui un but qui est telle libération, telle réalisation particulière que l'homme se réalisera précisément comme humain. L'existentialisme n'est pas autre chose qu'un effort pour tirer toutes les conséquences d'une position athée cohérente. Il faut que l'homme se retrouve lui-même et se persuade que rien ne peut le sauver de lui-même, fût-ce une preuve valable de l'existence de Dieu. En ce sens, l'existentialisme est un optimisme, une doctrine d'action, et c'est seulement par mauvaise foi que, confondant leur propre désespoir avec le nôtre, les chrétiens peuvent nous appeler désespérés. Donc, conclusion de tout ceci, conclusion. Donc, en
fait, se reconnaître libre, ce n'est rien d'autre qu'obéir à la raison parce qu'elle est universelle. Et donc, la réponse à la question qui se trouve au tableau, l'homme libre peut-il obéir? Non, dans les 3 cas qui se trouvent ici, on pourrait en trouver d'autres, bien sûr, mais oui, a priori, on a vu que c'était fallacieux ici, au désir, parce que le désir n'est pas toujours libre, nous sommes menés par le bout du nez par notre inconscient, par notre histoire familiale, inconsciente, mais oui, si vous agissez en fonction de la raison, parce qu'elle est universelle, et parce que ce n'est pas votre inconscient qui vous mène par le bout du nez. Ça va? Voilà, je propose de terminer ici. J'ai fait un gros effort pour ne pas dépasser trop l'heure, mais c'est pas facile. Hein. J'ai dit